Rebonjour à toutes et à tous. Si vous nous suivez sur la tribune.fr, vous voyez que nous sommes aujourd'hui réunis dans la chapelle Corneille à Rouen pour un débat sur la réindustrialisation. On vient d'avoir un débat avec le président de la région, Hervé Morin, et on a abordé toutes les questions de la réindustrialisation écologique et verte. Ce nouveau débat est intitulé « Les régions à la reconquête de la souveraineté industrielle ». C'est le grand sujet de notre tournée « Transformons la France en région ». Et j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi, à ma droite, Karine Guillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Relocalisation. Vous avez d'ailleurs pris des initiatives comme la Tribune, on va en parler, pour remobiliser, vous avez appelé ça 24 heures pour relocaliser, on va en parler avec vous. Et puis Gilles Treuil, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Normandie. Bonjour à vous. Peut-être on va commencer avec vous, Karine, sur... alors, il y a eu l'histoire des carburants qui rend parfois difficile, effectivement, les transports en ce moment, mais vous avez fait un événement, je crois, aujourd'hui également, enfin, ou hier, à Rouen, pour... c'est quoi l'idée de relocalisation? C'est de rétablir le lien entre les Français et leur industrie? Oui, alors merci de m'avoir invité. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que quand on parle de transformer, il faut savoir d'où on part et avoir l'idée de là où on veut aller. Or, sur la question de la transformation, j'ai été assez surprise, comme beaucoup de Français, quand on a eu l'épisode des masques, des tests des respirateurs, de voir à quel point la France avait été finalement une nation vulnérable. Et aujourd'hui, j'aimerais en profiter pour rappeler tout de même des ordres de grandeur sur ce qui concerne la vulnérabilité de la France. J'ai été surprise de voir qu'un récent rapport de sénateurs disait que malgré toute la matière grise française, personne n'était capable d'estimer la vulnérabilité de la France. C'est faux, nous l'avons fait et les chiffres sont extrêmement préoccupants. La vulnérabilité de la France, nous l'avons quantifiée de la façon suivante, pour redonner des ordres de grandeur aux Français. Chaque année, la France importe 600 milliards d'euros en valeur d'importation de produits, de biens manufacturés et d'énergie. Les produits manufacturés représentent 300 milliards d'euros. Sur ces 300 milliards d'euros de produits manufacturés, la France est devenue vulnérable à hauteur d'un quart des importations. Donc ce sont des chiffres extrêmement préoccupants quand on parle de transformation de la France, parce qu'ils nous donnent l'état de vulnérabilité auquel nous sommes descendus. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant, cette vulnérabilité? Ça veut dire que toutes les filières, en fait, si vous voulez, tous les biens dont on s'entoure, les masques, les respirateurs, mais évidemment un autre ensemble de produits qu'on a quantifié de l'ordre de 250 produits ou catégories de produits, nous pouvons en être coupés du jour au lendemain. Et ça, c'est très préoccupant parce que ça... Commencer par l'iPhone, par exemple. Oui, alors effectivement. Alors je dis toujours, si la Chine arrête de nous fournir en sous-vêtements, c'est pas en culotte qu'on va se retrouver, mais c'est tout nu, puisqu'ils nous fournissent plus de 85% des sous-vêtements, voilà, et des sous-vêtements en général que nous utilisons. Alors cette année, pourtant, il y a une entreprise qui s'appelle le Slip français. Tout à fait, mais ce sont des produits de niche et je ne pense pas qu'on puisse comparer cela vraiment à de l'industrie massive qui va venir équiper les Français en sous-vêtements. Donc, si vous voulez, la situation est préoccupante et ça, c'est l'existant. Donc, on parle de transformer, on parle de l'existant et on parle... Quand vous dites ça, je vous arrête. Vous parlez de la mondialisation telle qu'elle a fonctionné plutôt bien, qu'on a voulu, hein, qui a permis de donner du pouvoir d'achat. Tout à fait, oui. Est-ce que là, vous avez le sentiment qu'on voit la Russie, demain peut-être la Chine, pourrait être beaucoup plus... Enfin, on voit un monde qui pourrait se refermer. Ça veut dire qu'on doit se préparer à ça? Oui, alors tout à fait. Hein, j'entendais tout à l'heure Alexandre Sobo qui me disait il y a des éléments qu'on ne peut pas préparer. Mais moi, je vais vous dire, il y a des éléments qu'on peut voir et on peut les voir de façon très nette. J'en veux pour preuve la stratégie de la Chine qui a été publiée depuis 2015. Donc, dans un plan qui s'appelle Made in China 2025, elle fait état de sa stratégie à 2050, dans laquelle elle relate les problèmes démographiques auxquels elle doit faire face. Ces problèmes démographiques sont les suivants. La Chine va perdre d'ici 2050 50% de sa population active. Donc, elle est face au problème de sourcing de sa propre consommation. Et dans la mesure où le niveau de vie des Chinois et le niveau de vie de formation des ingénieurs les a fait tellement évoluer qu'ils ne veulent plus aller dans les usines, la Chine est en train aujourd'hui de fermer des usines.
Enfin, il faut bien se rendre compte de cela. Donc elle assiste à un phénomène de fermeture d'usines et par ailleurs... Elle délocalise même. Elle délocalise, mais dans des conditions qui ne lui permettent pas de retrouver l'équivalent d'elle-même. C'est-à-dire qu'il est illusoire de penser que l'Inde et le Bangladesh vont remplacer la Chine comme usine du monde. Donc si vous voulez, les Chinois sont très conscients de ça. Ils veulent se repositionner sur des industries à forte valeur ajoutée qui vont venir concurrencer les nôtres. Et par ailleurs, ils vont cesser de nous fournir. Donc j'entends bien tous les problématiques de prix, effectivement, de l'énergie aujourd'hui. Si vous êtes venu pour vous plomber le moral, c'est réussi. Non, mais ce sont des problèmes conjoncturels et j'espère qu'on va les régler très rapidement. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quand on est sur un plan de transformation, on pense long terme, on pense vision, on pense stratégie. Et aujourd'hui, la France ne peut pas se penser que par rapport à elle-même. Elle doit se penser par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, par rapport aux forces géopolitiques qui l'entourent. Et c'est dans ce contexte que nous avons proposé un plan méthodique de relocalisation qui consiste à prioriser la relocalisation de produits sur lesquels nous sommes devenus vulnérables. Cette vulnérabilité est française, mais est également européenne. Donc toutes les entreprises françaises, à commencer par les entreprises normandes, qui voudront bien s'intéresser à la relocalisation de ces produits, devraient se retrouver à la tête de marchés considérables. On parle, en ce qui nous concerne, de relocaliser une niche de 60 milliards d'euros en valeur d'importation. Donc en valeur de marché, 150 milliards, environ 400 000 emplois. Quand on est aujourd'hui avec 5,5 millions de chômeurs, il me semble que 400 000 emplois, dans l'industrie, sachant qu'un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois dans les services, ça pourrait tout de même un peu faciliter le rétablissement de la cohésion de la France. Juste pour être réaliste, parce que bon, on connaît notre déficit commercial. 100 milliards d'euros, oui. Avec une partie de facture énergétique qu'on connaît. Mais est-ce que c'est pas plutôt à l'échelle de l'Europe qu'il faut faire ça? Parce que, soyons réalistes, ce que vous dites à l'échelle de la France me paraît un tout petit peu utopique. Alors, pourquoi utopique? Parce que probablement qu'on ne va pas pouvoir réinstaller les usines au prix auquel, en plus, on veut acheter nos produits. Donc peut-être aujourd'hui, il y a une grande Europe qui est un bassin de marché qui pourrait permettre de le faire. C'est ce qu'ont fait les Allemands pour leur Oui, tout à fait. Donc, les Allemands l'ont fait, donc pourquoi pas la France? Voilà, oui, mais ils ne produisent pas tout en Allemagne. Ils designent en Germanie, mais c'est pas forcément. Il y a beaucoup de produits qui sont, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de produits sont faits en Allemagne, ne serait-ce que de traverser la frontière, aller voir la densité du tissu industriel. Donc ça veut dire qu'ils produisent également eux-mêmes en Allemagne. Contrairement à ce qu'on a fait en France. Et par ailleurs, ayons des ambitions pour la France. Pourquoi ne pourrions pas, nous, redevenir une puissance industrielle? Nous l'étions il y a 40 ans, une grande puissance industrielle. Donc il y a le marché, il y a les entreprises. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on doit le transformer en France, c'est réinsufflons aux industriels l'envie d'entreprendre. Et ça, je suis très contente que M. Hervé Morin soit là aujourd'hui, puisque votre rôle est déterminant là-dedans. Si vous voulez, quand on voit que les industriels aujourd'hui ont des difficultés à faire face et à honorer leurs commandes, leur redemander de relocaliser, ça veut dire leur demander de faire preuve d'esprit d'entreprise, de croire qu'ils peuvent y arriver et de croire qu'ils peuvent porter des investissements, recruter pour relocaliser et en quelque sorte servir à la reconquête de la souveraineté de la France. Merci Karine Guyot. Peut-être Gilles Treuil, ça c'est le rêve du président d'une chambre de commerce et d'industrie que de dire on va relocaliser, recréer énormément d'emplois. Est-ce que néanmoins vous pensez possible ce que dit Karine ou c'est en tout cas une ambition? Ça peut être une ambition. Moi j'ai confiance dans l'entrepreneuriat français, notamment en Normandie. On a une région qui nous pousse beaucoup. Et merci. Et les chambres de commerce sont là aussi pour ça, pour développer l'industriel. Moi, franchement, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Je pense que tous les entrepreneurs ont cette envie de se battre et d'investir et de continuer à progresser. Moi, je connais plein d'entreprises, notamment dans l'entreprise familiale. On pourrait s'arrêter largement de travailler, mais non, on continue à entreprendre, on continue à acheter, etc. Juste un petit mot sur les chambres de commerce. Je rappelle que les chambres de commerce sont sur l'ensemble des territoires. C'est 200 collaborateurs en Normandie. 200 millions, 800 collaborateurs en Normandie qui sont là pour aider les entreprises. On travaille énormément avec la Chambre de commerce et quand on parle de faire des efforts sur le carbone, etc., ça passe aussi par s'entraider entre nous sur nos territoires et ça, la Chambre de commerce, je trouve, le fait plutôt très bien. On a monté des clubs achats
qui aujourd'hui sont ouverts sur le centre de commerce de Porte de Normandie, mais qui sont actuellement en train de se mettre en place sur Rouen et Caen. Je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec nos acheteurs locaux, des grands donneurs d'ordre, et de pouvoir réfléchir ensemble où on peut trouver des partenaires locaux. Et ça marche très très bien. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Et on l'a fait avec l'époque du Covid. Je vois Madame Lemoine, à l'époque où on n'avait pas de pays contre le Covid. La Chambre de commerce a monté un outil qui s'appelle Protégez-vous Normand, une plateforme numérique en association avec un leader de la logistique qui a pris zéro marge sur cette démarche. Le principe était que nos industriels qui font plutôt des grosses quantités mais qui ne sont pas capables de faire des petites quantités pour aller desservir des commerçants ou des artisans, ce logisticien faisait du picking sur les palettes qu'amenaient ces grands industriels locaux, qu'on a aidé aussi à transformer bien évidemment, et ça a marché. Donc on avait 45 industriels qui ont permis de pouvoir desservir des entreprises moins structurées, etc. Donc on le voit bien, si on se met tous en marche, si on se fédère ensemble, on est capable de grandes choses. C'est ce qu'ils font d'ailleurs souvent en Italie. C'est souvent des PME qui sont regroupées en espèce de GIE et qui fait que ça fonctionne à une force terrible. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on mette ça, qu'on soit résilient, on l'est. Donc je pense que les chambres de commerce sont là aussi pour aider ça, mais encore une fois en association avec les filières, avec la région, etc. Et ça marche bien. Mais effectivement, c'est long, il faut mettre ça en place. Mais moi, je reste quand même très optimiste. Parce que si ce matin, effectivement, on part du principe qu'on n'arrivera pas à solutionner l'énergie, etc., vaut mieux qu'on pose nos micros, puis on s'en va. Mais moi, je reste quand même optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Il faut se battre, il faut commencer à imaginer demain comment on va rebondir. Il n'est pas question de laisser tomber le micro, en tout cas à la tribune, on garde le micro. Rassure, je suis un tenace, je n'ai pas l'air comme ça. Mais... Nous aussi. Donc, une question peut-être sur, là aussi, la transition, la transformation qu'on vit. On parle beaucoup de sobriété en ce moment. Sobriété subie ou sobriété choisie. C'est mieux si on peut la choisir, la programmer, la planifier. Là, on est dans ce moment un peu compliqué. J'allais dire, sur la transformation, ça a été dit tout à l'heure, soit on l'a subi et on ne sait pas vraiment par quel bout la prendre, soit on l'a choisi et on voit bien que l'horizon de temps n'est plus le même pour tout le monde, c'est-à-dire de la petite TPE, PME à la grande entreprise. Ce qu'on devait faire, ce qu'on se disait, on avait du temps pour le faire, 10 ans, 2030, il faut le faire très très vite. Est-ce que cette prise de conscience dans votre réseau, elle a lieu ? Oui, tout à fait. Effectivement, les groupes, les ETI qu'on a pu voir autour de la table sont extrêmement conscients, ils commencent à anticiper, etc. La difficulté, le risque qu'on a, c'est que les PME et les TPE n'en prennent pas conscience. Donc le rôle des chambres de commerce, c'est là aussi de les alerter. Donc on a monté des diagnostics énergétiques, des diagnostics un peu partout pour essayer de les amener à cette démarche. Avec les chefs d'entreprise donc qui vont devoir investir, changer de process peut-être de production. Bien sûr. Passer. Et comment est-ce qu'on peut les accompagner ? Comment vous pouvez travailler aussi avec la région, avec son plan stratégique, avec des banques ? Est-ce qu'il manque pas aussi quelques instruments ? Hervé Morin a dit en Allemagne, on a quand même un écosystème qui est plutôt bien fait avec des banques régionales. Bon, il y a des fonds. Qu'est-ce qui manquerait dans l'écosystème d'après vous pour accélérer ? Je pense que le modèle allemand, Hervé Morin l'a cité, d'avoir une banque régionale, ça serait juste extraordinaire. C'est moi qui ai racheté quelques sociétés, etc. Heureusement, l'AD, il y a déjà un fonds qui existe, etc. C'est déjà bien, mais si on peut avoir une banque, ça serait juste extraordinaire. Ça, c'est sûr. Ça peut être le rôle de BPI ou de la Banque des Territoires, ceci dit, d'accompagner ça. C'est vrai, mais le BPI aussi fait déjà une belle démarche dans cette voie, c'est sûr. Karine Guillot, peut-être pour conclure en 2 minutes sur cette table ronde sur la reconquête de la souveraineté, le local, en fait, dans tout ça, parce que vous avez eu une position qui était un peu en surplomb, assez nationale. Maintenant, si on regarde dans chaque région, est-ce qu'il y a des atouts de chaque région, particulièrement peut-être de la Normandie, pour installer tel ou tel type d'industrie ? On voit bien que certaines filières vont plus aller à tel endroit, à tel autre, parce qu'il y aura les bonnes infrastructures. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on découvre à travers nos opérations 24 heures pour localiser. Donc, qui consiste, si vous voulez, à identifier des distributeurs qui veulent s'engager dans une démarche de relocalisation. Donc pour ça, on s'appuie sur les CCI et les organisations patronales pour identifier les entreprises. Alors effectivement, il y a des filières qui se portent plus à la relocalisation, et je pense à la Normandie et au lin.
qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et en fait, la France, si vous voulez, s'est enfermée dans une sorte de dépendance et donc aujourd'hui de vulnérabilité vis-à-vis du coton. Voilà. La filière textile, aujourd'hui, est devenue vulnérable vis-à-vis du Bangladesh qui lui fournit sa matière première en coton. Donc là, il me semble qu'il y a un véritable sujet pour la Normandie et les Hauts-de-France à se parler et, si vous voulez, à faire de la filière du lin une véritable matière première abondante et abordable pour la filière textile. Donc le chanvre, Monsieur Morin, a travaillé. Le chanvre. Bon, vous reviendrez en deuxième semaine. Pour terminer, peut-être et conclure avec vous, Gilles Treuil, sur le sujet de l'écologie, il y a aussi le sujet du foncier, avec le zéro artificialisation net, le ZAN, comme on dit. Ça, c'est un frein aujourd'hui ou Oui, totalement. Je suis même surpris qu'on n'en ait pas parlé, parce que quand on parle de relocalisation, je peux vous dire que c'est un vrai sujet aussi fondamental. Et là aussi, il faut qu'on devienne raisonnable et qu'on puisse trouver des terrains pour implanter des usines. Et je rappelle que l'artificialisation des sols, 80%, c'est de l'habitat. Je pense qu'il est plus facile de gérer de l'habitat en hauteur que des usines. Donc, au niveau du retour sur investissement, donc il faut peut-être faire une part de la part des choses. J'espère que nos politiques aussi vont devenir raisonnables. Ils vont pouvoir demain réfléchir à améliorer cette ZAN qui est prévue, qui est tout juste, qui va bloquer totalement le système. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat. Et on va maintenant écouter avec Nathalie Jourdan la suite. Il nous reste 2h30 pour réindustrialiser la France et la Normandie.